Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver sur le canal 15. Nouveau canal, nouvel horaire également. L'événement du dimanche, le grand rendez-vous politique de LCI est désormais à 10h. Et notre premier invité, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, député RN de la Somme, membre du bureau national de votre parti. Une heure d'interview avec à mes côtés ce dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, pour vous interroger. Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Beaucoup de sujets à aborder ensemble, Jean-Philippe Tanguy, à la veille des 1 an de la dissolution. Est-ce que vous soufflerez une bougie? Est-ce que vous avez un regard ému sur ce qu'il s'est passé il y a 1 an? Les sondages vous sont très favorables, on y reviendra sur ses conséquences aussi. L'interview aussi au vitriol de Marine Le Pen ce matin dans le JDD, qui critique notamment Bruno Retailleau. Mais d'abord, on le voyait dans le journal, le coup de colère du président de la République, notamment sur l'écologie, à nos confrères de la presse quotidienne régionale. Il s'oppose en garant de l'écologie, on l'a compris, à ceux qui veulent détricoter son bilan en la matière. Vous vous êtes senti visé, Jean-Philippe Tanguy, quand Emmanuel Macron dit regretter que certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, comprenez en bon français, laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers? Moi, j'ai vraiment eu un sentiment de honte en lisant les propos de honte. Oui, les mots sont forts quand même. Oui, de honte, parce que non, mais considérer que le chagrin des familles meurtries, la mémoire des victimes qui sont décédées sous les coups de barbares, ou les personnes qui ont été victimes avec des blessures graves, des traumatismes à vie, peuvent être écartées d'un revers de la main avec des mots pas maladroits, ce sont des mots choisis, c'est une interview écrite. Pour moi, c'est vraiment la honte pour Monsieur Macron. Voilà, c'est un sentiment de honte que j'ai envers lui, car il est censé protéger tous les Français et toutes les Françaises, considérer leurs peines, les respecter. Et je suis très en colère quand je lis ces propos, et ça renvoie, vous savez, moi j'ai été vraiment... j'ai pris une prise de conscience quelques semaines quand une jeune femme à Doulan, dans ma circonscription, a été abattue par son compagnon. Et j'ai compris à quel point les victimes, les familles de victimes dans notre pays étaient abandonnées, n'étaient pas accompagnées. Je ne savais pas à quel point, j'ignorais à quel point elles n'étaient pas prises en charge, soutenues par les services de l'État, par l'autorité judiciaire. Les policiers n'ont pas les moyens ni les dispositions pour le faire. Et ces propos d'Emmanuel Macron, qui renvoient à d'autres, moi je me souviens, Mme Taubira, qui... Non, c'était pas avec vous qu'il interviewait à ce moment-là. Mme Chabot avait dit face aux victimes, je garde le silence. Les victimes n'ont pas besoin que l'État garde le silence, elles ont besoin de solidarité nationale, que l'État soit là, et elles ont besoin de justice, parce que ce que dit pas M. Macron, c'est que si les familles sont aussi meurtries, au-delà du deuil personnel, c'est que justice est très rarement rendue dans notre pays au niveau du traumatisme que nos compatriotes subissent. Peut-être que Mme Taubira à l'époque faisait référence à une forme de récupération qui a toujours lieu aussi aujourd'hui quant à des faits divers ou des drames qu'il ne s'agit pas de minimiser du tout. Mais c'est aussi peut-être ce que vous reproche le président de la République aussi. Mais vous savez, ces reproches de récupération, il n'a pas lieu d'être. C'est normal d'être présent auprès des victimes et d'apporter des réponses pénales ou de montrer aux Françaises et aux Français ce que nous ferions à la place de l'État. Mais que fait-il dire? Il ne faut pas parler des victimes, il ne faut pas parler des meurtres, il ne faut pas dénoncer cette violence. Évidemment qu'il faut le faire, non pas pour faire des voix de manière sordide, mais parce qu'il faut apporter des réponses à la peine et surtout protéger les Françaises et les Français. J'allais dire pour que ça ne se reproduise pas, mais maintenant c'est pas que ça se reproduit, c'est que ça s'aggrave et on ne sait pas dans quelle spirale infernale notre pays est prisonnier. On y reviendra, Arlette. En même temps, le président de la République a bien dit qu'il fallait être intraitable avec les auteurs de violences. Il faisait bien sûr référence aux incidents qui ont lieu post-match. Ça fait tout juste effectivement 1 semaine. Et puis on a bien vu qu'effectivement, il ne vise peut-être pas que vous d'ailleurs, peut-être aussi certains de ses ministres, avec une polémique, des débats autour de l'utilisation du mot barbare. Condamnation par Bruno Retailleau, il a été le premier à condamner lui aussi les barbares. C'est un mot que vous partagez avec lui. Finalement, il est assez proche de vous, comme l'avez fait remarquer dès le premier jour. Oui, non, mais que M. Retailleau reprenne nos mots, nos concepts, nos analyses, je pense que... Il reprend vos mots ou vous reprenez ces mots? C'est évident qu'il reprend les nôtres. Vous savez, vous avez eu la gentillesse de souligner, enfin la partialité, pardon, de souligner nos sondages. Bon, nous sommes très loin devant les Républicains, même avec l'arrivée au pouvoir, et à la tête des Républicains, pardon, de M. Retailleau. Et on voit bien que les Françaises et les Français ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, il y a un mot dans ce qu'a dit M. Macron sur lequel je voudrais quand même revenir. C'est ce terme de brainwasher, donc laver le cerveau. Vous vous rendez compte aussi le mépris qu'il faut avoir quand on est président de la République, élu 2 fois
par les Françaises et les Français pour considérer que nos compatriotes pourraient avoir leur cerveau lavé, voilà, qu'ils pourraient être manipulés. Les Françaises et les Français, ils sont, parfaitement conscients. Mais par cette formule, quoi, vous dites, ils minimisent peut-être ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais non, mais c'est le minimisme de manière générale, mais ce terme de faire croire que nos compatriotes, nos concitoyens qui sont avertis, qui sont informés, qui votent en conscience, qui vivent la réalité que leur laisse M. Macron. M. Macron, c'est normal, il est dans un monde parallèle. Enfin, c'est normal, c'est un état de fait. Il vit dans un monde parallèle, entre l'Élysée, les sommets internationaux. Avant, il était banquier chez Rothschild, il était multimillionnaire. C'est pas quelqu'un, tant mieux pour lui, mais c'est pas quelqu'un qui vivait dans un monde normal. Il ne vit pas dans le monde normal. Ce sont les Françaises et les Français qui vivent dans le monde normal. Et peut-être M. Macron devrait-il s'interroger si c'est pas lui qui a le cerveau lavé à force de mentir aux Français et de présenter une réalité parallèle. On le voit avec l'écologie. Il dit « Je ne suis pas content qu'on remette en cause l'écologie. Mais c'est pas l'écologie qu'on remet en cause. Faisant référence aux zones à faible émission, supprimées notamment grâce à vos votes, vous l'avez apporté il y a une dizaine de jours. Pardon ? Et nos combats antérieurs, puisque nous, ça fait, selon les années, selon les combats, 7 ans, 5 ans que l'on combat ces dispositions stupides. Oui, en dénonçant un apartheid social, une écologie punitive. Il remet aussi sur la table les zones à faible émission, ça c'est un point. Les ZAN aussi, sur la prime rénov également. C'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des sujets, l'écologie, dont le RN ne s'empare pas du tout. Mais pas du tout. Quand on écoute les combats de mes collègues députés Meurin, Falcon, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent pas qu'il ne faut pas faire d'écologie. Ils disent que les dispositifs qui ont été adoptés, moi-même sur l'énergie, ça fait quand même 12 ans que je me base sur les vraies énergies durables et pas les éoliennes ou les panneaux solaires qui. Et on reviendra sur votre vote en commission sur le nucléaire. Techniquement, ça marche pas. Et d'ailleurs, là où M. Macron a de mauvaise foi, le ZAN. Il y avait une réforme, il y a une réforme de la réforme, et il y a une contre-réforme de la réforme. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, et c'est pareil pour les zones à faible émission, c'est-à-dire qu'eux-mêmes font des dispositifs qui sont tellement, obscurs, incompréhensibles, punitifs, qu'ils passent leur temps à le réformer et qu'il n'est même pas déployé à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Donc on voit bien que ce sont des gens qui promettent beaucoup sur l'écologie, qui à la fin réalise beaucoup contre les intérêts des Françaises et des Français, beaucoup de taxes punitives, beaucoup de normes qui ne servent à rien, par exemple sur le logement. Le fameux DPE, donc vous savez, c'est les analyses de consommation de votre logement. Diagnostic énergie. Tout à fait. Il y a la Cour des comptes qui, sous la pression du Rassemblement national, comme elle l'avait fait sur les certificats d'économie d'énergie, a fait un rapport qui montre que le DPE non seulement ne fonctionne pas, donne lieu à plus de 70% de fraude ou de commentaires aléatoires complètement infondés, et surtout dit, en fait, on a mis le DPE sur toutes les lois sur le logement, par exemple en interdisant la location de logements qui n'auraient pas le bon niveau de consommation énergétique, sans étude d'impact. Donc on a mis, et c'est des centaines de milliers de logements qui sont mis hors du parc, en fait. Qui, au 1er janvier dernier, ne peuvent plus être loués, se sont retrouvés hors du parc, dans des situations de location et du logement très tendues, notamment dans les grandes villes, mais pas seulement, aussi dans la ruralité. Et donc du jour au lendemain, par idéologie, sans étude d'impact une fois de plus, des gens soi-disant très sérieux, qui s'appellent eux-mêmes le cercle de la raison, n'ont même pas fait d'étude d'impact, ni vérifié que le critère technique qu'ils choisissaient était solide et était opérable. Donc ce sont des gens qui prennent des décisions très lourdes sur le quotidien des Français. Par exemple, si votre logement est déclassé, vous perdez plusieurs dizaines de milliers d'euros de valeur, puisque le logement... Sans travaux à la clé, en effet, oui. Oui, mais encore faut-il pouvoir faire ses travaux, Madame Chantrey, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ses travaux. Et en plus, excusez-moi, c'est pas drôle, je ris jaune, tellement la situation est absurde, ils viennent de suspendre donc la prime rénov qui permettait aux classes moyennes notamment de cofinancer ces travaux. Suspendu. Il parle de suspension. Oui, mais il n'y a pas de... Et en l'état, pas de suppression. Oui, mais nous, on était pour réformer profondément le système parce qu'il y a beaucoup de fraude. Ça ne fonctionne pas et c'est trop long. Ça fait 3 ans qu'on propose des réformes et ils le suspendent en plein milieu de l'année sans réforme. Donc on est vraiment dans l'incompétence la plus crasse et je le regrette. Jean-Philippe Tanguy, on reviendra avec Arlette en profondeur aussi sur le budget, ce qu'il s'annonce. Juste revenir en effet sur les mots de Bruno Retailleau. Arlette Chabot, en effet, on le constatait, vous disiez il y a encore quelques mois à peine que c'était votre meilleur porte-parole. Désormais, votre meilleur ennemi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, Marine Le Pen dit aujourd'hui qu'il n'arrive pas effectivement à enrayer la dégradation du pays. Alors pourtant, moi je citais tout à l'heure Emmanuel Macron qui disait qu'effectivement il fallait être très sévère. On a entendu cette semaine aussi le ministre de la Justice parler d'une modification des peines. On supprime le sursis, on condamne automatiquement à des peines de prison ferme, notamment ceux qui s'attaquent à ceux qui représentent l'autorité de l'État, c'est-à-dire les forces de police. Et je reviens sur Bruno Retailleau. On ne comprend plus rien parce que, en gros, vous disiez il mériterait presque d'adhérer au RN, d'être chez nous, et maintenant vous dites il est totalement incompétent.
Sur M. Retailleau, on parle moins d'incompétence que d'hypocrisie. Si vous voulez, il est à la tête. Enfin, Marine Le Pen lui dit ce matin, je ne lui trouve absolument aucune excuse. Voilà ce qu'elle dit au JDD. Mais elle a raison, puisqu'il est, comment dire, l'apport des voix des Républicains que M. Retailleau incarne. C'est le point d'équilibre de ce gouvernement. Donc il a une force de négociation politique, vous connaissez ça parfaitement, vous l'avez analysé bien avant moi, massive. Donc s'il voulait rétablir le délit de séjour irrégulier pour les clandestins, il l'avait promis au Rassemblement national, il ne le fait pas. Il pourrait le faire. S'il voulait aggraver les peines, faire que des petites peines soient systématiques dans la loi, il le ferait. Il ne le fait pas. Et quand nous avons proposé, lors de notre niche parlementaire, c'est la journée qui est consacrée à l'Assemblée au texte proposé par Marine Le Pen, il ne l'a pas soutenu, il ne l'a pas voté, et il n'a même pas fait d'amendement, parce que notre texte soit imparfait, soit. Mais dans ce cas-là, vous proposez des amendements pour le modifier, pour le rendre peut-être plus opérationnel. Nous, on ne prétend pas tout savoir. Mais ils n'ont même pas proposé d'amendement. C'était non, non et non. Ce sur quoi on s'interroge dans votre stratégie, c'est plus est-ce que vos démonstrations d'hostilité envers aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, c'est de la stratégie politique qui serait à assumer comme un concurrent, hein. Dans un récent sondage, il prend 11 points chez vos électeurs au Rassemblement national. Parce que vous le voyez comme, pour 2027, quelqu'un qui pourrait vous entraver ou vous poser quelques difficultés, ou vraiment, quand on voit ce qu'il tente de mettre en place, on se dit à quel moment le Rassemblement national, vous au pouvoir, vous feriez mieux ? Parce que vous êtes aussi beaucoup dans l'incantation. Très clairement, aujourd'hui, on est dans des déclarations successives et on se demande pour quel résultat aussi. Nous sommes dans l'opposition et nous regrettons. Et je vous rappelle que M. Retailleau y a participé en ne soutenant pas nos candidats contre l'extrême gauche ou même contre les amis de M. Macron dans les élections législatives. Bon, soit, dont acte. On aimerait être au pouvoir, mais on fait des propositions. Je vous ai parlé des peines minimales, des peines planchées que nous avons proposées. Il y a d'autres textes. PPL de proposition de loi d'Éric Ciotti, bientôt, prochainement étudié. Ce sera la semaine prochaine, je crois. Eh bien, ils auront l'occasion de montrer s'ils sont sincères ou pas. Moi, M. Retailleau n'est pas mon ennemi. Il vient même de la grande famille souverainiste à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Mais je ne comprends pas. Est-ce que nous avons dit pour le premier jour, et vous avez régulièrement la gentillesse de m'inviter, je pense que je l'ai dit dès l'arrivée au pouvoir de M. Retailleau. C'est la cohérence. Comment M. Retailleau, qui avait dit l'inverse avant, peut-il gouverner avec des gens qui ne partagent pas du tout ses opinions ? Alors, on pouvait lui donner le bénéfice du doute. D'ailleurs, je pense que ces bons sondages traduisent en fait le fait que les Français lui donnent le bénéfice du doute et attendent des résultats. Donc je l'alerte. S'il n'a pas de résultats, ces bons sondages seront comme un effet boomerang. Et je pense que... C'est-à-dire vous lui conseillez à ce moment-là de démissionner. Ah non, parce qu'il a promis, il faut qu'il fasse maintenant. Il reste au gouvernement parce qu'il espère agir et il y aura effectivement des propositions de loi, des projets de loi déposés par le gouvernement. Mais si ça ne marche pas, vous lui dites il faut partir. Mais déjà qu'il propose quelque chose. Moi, on n'a pas eu de texte, sauf erreur de ma part, proposé par M. Retailleau pour alourdir les peines ou pour mieux contrôler l'immigration. Au contraire, moi, il y a des relation sur la naturalisation. Il y a eu le contraire. Oui, il a autorisé des naturalisations. Alors je vous rappelle quand il était dans l'opposition, pour les durcir, des circulaires. Circulaires adressées au préfet pour restreindre les conditions, par exemple, effectivement, de naturalisation ou de régularisation. Très bien, Madame Chabot, mais vous l'avez reçu plusieurs fois. Quand il était dans l'opposition, quand il faisait des incantations, pour reprendre votre mot, son incantation, c'était pas de régularisation des clandestins, car ils ont comment dire, pas respecté la loi française. Ils se sont maintenus sur le territoire au mépris de notre loi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, vraiment le moment où je me suis dit, Monsieur Retailleau n'est pas à la hauteur des promesses qu'il avait faites à nos compatriotes, c'est quand il a accepté, pour la énième année consécutive, que des imams étrangers arrivent dans notre pays pour le Ramadan. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait promis un islam de France pour faire que ce phénomène n'arriverait pas. Monsieur Fillon, qui était un des mentors de Monsieur Retailleau, avait écrit un livre, que Monsieur Retailleau d'ailleurs a largement repris récemment, expliquant qu'il fallait plus d'imams étrangers et qu'il fallait que la France, comme au bout de 50 ans d'immigration venant du Maghreb et des pays musulmans, soit capable de former ses propres... On parle du Ramadan, sur une période courte. C'est la période où rentrent les imams étrangers massivement. Ouais. Donc qu'au bout, quand même, Monsieur Sarkozy, c'était 2007, qu'au bout de quasiment 20 ans, on n'ait pas été capable de former une génération d'imams français en France qui respectent la France, nos valeurs, les valeurs de la République. Je me souviens, il devait être formé à l'époque à l'Université catholique de Paris. Bon, on a des universités capables de former des religieux, capables de faire de la théologie. Ça n'a pas été fait et il fait rentrer des imams étrangers et en plus, il s'en vante. Donc moi, j'avoue que ce signal m'a beaucoup inquiété. Peut-être parfois que nous sommes
dur avec M. Retailleau, c'est que les promesses qu'il avait faites aux Français étaient très élevées. L'actualité de ce dimanche aussi, Jean-Philippe Tanguy, avant d'en venir à ces 1 an de la dissolution, c'est ces 2 marches blanches conjointes à Marseille, à Puget-sur-Argence, après le meurtre d'Hichem Miraoui la semaine dernière, un quadragénaire tunisien tué par un voisin, un crime qualifié de terroriste et raciste par la justice. Marche blanche organisée à l'initiative notamment de sa famille. La députée du Var, Julie Le Chanteux, Rassemblement National, participera à cette marche. Est-ce que vous considérez que c'est votre place, la place de votre parti, de participer à cette marche quand on connaît le profil du meurtrier présumé, qui s'est revendiqué de votre parti, appelant à l'élection de Marine Le Pen, se revendiquant de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que vraiment c'est de bon ton et de bon goût, j'ai envie de dire? Mais naturellement, madame, et d'ailleurs, Julie Le Chanteux le fait avec l'accord de la famille. La famille a dit oui. De M. Meraoui, et je pense que la famille et les compatriotes qui ont élu Madame Le Chanteux, dans cette circonscription, savent bien que Madame Le Chanteux n'a rien à voir, évidemment, et nous avec elle, avec ce criminel. Que malheureusement, il y ait des personnes qui se revendiquent d'une idéologie qui n'est pas la nôtre, nous ne pouvons pas le faire. Est-ce que les revendications de ce criminel présumé, de ce meurtrier, correspondent à une réalité de ce qu'on dit? Absolument pas. Est-ce qu'on, Madame Le Pen et même son père, paix à son âme, avaient des propos invitant à la violence contre les immigrés? Pas du tout. Même quand j'étais avec M. Dupont-Aignan et qu'on était opposé à M. Le Pen, à Jean-Marie Le Pen, lui-même disait il faut différencier évidemment le phénomène de l'immigration, qui est de la responsabilité des dirigeants politiques, et les immigrés, qui sont pour évidemment une très grande majorité des honnêtes gens, qui viennent chercher un avenir meilleur, que malheureusement la France ne peut pas leur garantir. Mais vous connaissez quand même un certain malaise ces derniers jours quant à ce drame. Non, j'ai senti beaucoup de procès d'intention, beaucoup d'injustice. De procès d'intention? Oui, envers nous. Oui, parce que... Non, mais écoutez, ce monsieur Meraoui, Hichem Meraoui, qui avait l'air d'être un honnête homme, évidemment, et qui est pleuré par sa famille, et je pense à elle, et à ses proches, et aux habitants aussi, qui vous avez des images. Qui avait l'air. Je ne connais pas. Oui. Non, mais je n'ai pas besoin de le connaître. Je vois vos images. J'ai vu des mots de solidarité, de beaucoup d'estime envers monsieur Meraoui. Cette violence touche tout le monde. Nous sommes pour protéger les Françaises et les Français. Et la barbarie, malheureusement, l'ensauvagement de la société, elle concerne tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que juste, j'entends la transformation de votre parti. Vos mots aussi, vous faites partie de cette génération, plus ouverte, sans doute. Mais néanmoins, un sondage Ipsos récent dit quand même que votre parti, le RN, récuse toute préférence nationale, mais 96% de vos électeurs considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, par exemple. Mais ça aussi, c'est une réalité. Non, mais vous voyez, je suis désolé, Madame Chantrey, mais ça n'a rien à voir. Considérer que notre pays ne peut plus accueillir d'immigrés, qu'il y a trop d'immigrés, en particulier de clandestins, qui sont dans notre pays, que le chômage des immigrés est environ 2 fois supérieur aux nationaux, que notre système social est à bout de souffle, c'est une chose. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de soutenir d'une manière ou d'une autre des violences et des abominations? Ça n'a rien à voir. Arlette. Ça n'a rien à voir. Donc moi, c'est pour ça que je dis procès d'intention. La critique de l'immigration n'a rien à voir avec la xénophobie ou le racisme. Ce sont 2 choses totalement différentes, heureusement d'ailleurs, et nous n'avons rien à voir avec cela. Je crois que l'essentiel, heureusement, des Françaises et des Français ne sont pas dupes. Non, mais vous êtes toujours amené au même sujet, c'est-à-dire que vous découvrez, post-élection législative, qu'il y avait des brebis galeuses parmi vos candidats. Là, on n'est pas avec des militants ou des gens qui se réclament de vous. Là, c'était vraiment parmi vos candidats. On découvre effectivement ce meurtrier présumé qui salue Jean-Marie Le Pen. Il y a eu effectivement dénoncé par le média les jours l'existence d'un groupe Facebook, pro-Jordan Bardella, où il y avait des propos qui étaient vraiment hyper racistes, insupportables, odieux. Donc vos députés, on dit toujours le groupe Facebook, on se retrouve dedans. Bon, il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser dans ce parti quand même. C'est-à-dire presque le passé vous colle, l'histoire du parti. On vous y ramène toujours d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui est vraiment embarrassant. Moi, sincèrement, je pense que tout ça, ce sont des procès d'intention qui ne sont pas très justes. Il y a eu notamment, par exemple, à gauche, récemment, un ancien candidat des Insoumis qui est lié à un trafic d'images pédocriminelles. Mais là, on parle de vous. Non, mais très bien. Non, mais très bien. Est-ce qu'on fait le procès à M. Mélenchon, à M. Faure ou à M. Hollande ou je ne sais qui
de la responsabilité de ces actes odieux. Non, mais la question est posée aux représentants de la France Insoumise. J'en ai pas beaucoup vu, mais dont acte. Mais est-ce que nous, on fait campagne sur les Insoumis en leur reprochant ces actes odieux? Non, parce que ce serait injuste, absurde, et ce serait, et on en revient à ce que dit M. Macron, laver le cerveau de nos compatriotes qui n'ont pas besoin de cela. Donc, moi, j'invite tout le monde à de la retenue sur ce sujet, de ne pas accuser le principal parti d'opposition de faits qui sont totalement innocents, et par ailleurs qu'on le condamne toujours. Prenez ce groupe Facebook. Vous savez, moi je suis la cible, tout le monde peut le vérifier, il suffit d'aller sur mon profil, d'un cyberharcèlement quotidien, d'insultes sur tous les tons, comme les Marine Le Pen, comme les Jordan Bardella, et ce sont les mêmes gens qui tiennent ces propos racistes, sexistes, misogynes, et en préparant cette émission, j'ai pu en être le témoin, effectivement. Voilà. Et homophobes, oui, qui, comment dire, montre bien qu'on n'a rien à voir avec cela, parce qu'on ne peut pas à la fois dire vous êtes des agitateurs de haine et être victime de ces haines. Nous en sommes victimes. Marine Le Pen, la première, parce qu'effectivement, et vous l'avez dit, dans son identité politique, il y a eu le courage de rompre avec ce qu'on avait appelé le compromis nationaliste, qui n'était pas avec la violence, mais qui était avec des idéologies qui effectivement n'avaient rien à voir avec la France. Encore une partie de votre électorat aussi, qui reste, qui continue d'être là, néanmoins. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas que notre électorat soit comme ça. Vous savez, M. Klarsfeld, quand il a... votre électorat, une partie. Une partie. Non, je ne crois pas, sincèrement. Je pense que, heureusement, dans notre pays, les sentiments de haine, il y en a toujours trop, mais ils sont très marginaux. Alors quand, malheureusement, certains passent aux actes, un de trop suffit. Il suffit d'une personne ignoble pour commettre des actes odieux. Mais je crois que notre pays n'est pas du tout sur ces sentiments. Jean-Philippe Tanguy, 1 an, demain, la dissolution aura été prononcée par le président de la République. Avant une courte pause, et on reviendra sur ces sondages, 1 an après, un mot pour qualifier ce que vous avez vécu il y a 1 an tout pile. Injustice. Injustice. Bien sûr, nous aurions dû gagner les élections en siège, nous avons gagné en voix avec Jordan Bardella. Voilà, le système s'est bien protégé malheureusement contre l'intérêt des Français, on le voit. Hein, mais les sondages aujourd'hui vous sont très favorables, et ça on y reviendra. Oui, ce qui prouve que les Françaises et les Français ont bien compris cette injustice. Vous me parliez d'injustice quant à votre premier sentiment. Ces chiffres et ces sondages aussi, Arlette, qui interrogent concernant l'effet sur les Français aussi de cet événement politique qui restera dans les livres d'histoire. Eh ben, on regarde cette enquête d'opinion. Avez-vous envie d'une nouvelle dissolution? Réponse, non. Très majoritairement pour les Français. Vous la souhaitez peut-être en espérant gommer ce que vous appeliez une injustice l'année dernière, résultat des législatives. Les Français ils disent non parce qu'ils ont compris que ce serait peut-être aujourd'hui une pagaille et ils veulent un peu de stabilité politique, non? Peut-être. Moi, je respecte toujours l'avis de nos compatriotes. Permettez-moi quand même de cet avis-là. Non, parce que je pense que tout est paralysé, mais j'y reviendrai juste un tout petit mot sur quand même l'origine de la dissolution. C'était quand même la grande victoire de Jordan Bardella aux élections européennes, comme un score historique. Que vous ferez demain, que nous ferons demain avec un meeting dans le Loiret, et qui est encore ouvert à tous ceux qui veulent venir nous soutenir ou entendre un discours politique s'ils ont des questions et s'ils s'interrogent. L'Union européenne, quand même, qui, je trouve, est peu présente dans le débat public, alors que sur beaucoup de sujets, elle entrave, elle conditionne, elle encadre la liberté de la France, elle nous limite bien souvent, elle a des politiques qui fonctionnent très mal, voire qui sont contre-productives, qui exposent notre agriculture, notre industrie et notre sécurité aux méfaits de la mondialisation sauvage, de nous en protéger. Et c'est quand même 1 an, je veux en parler quand même, parce qu'on a fêté les 20 ans du référendum de 2005, où les Françaises et les Français avaient compris que l'Europe n'allait pas dans le bon sens, qu'ils voulaient une autre direction. Et quand même, ce sujet reste, notamment pour l'électorat du Rassemblement national, mais aussi pour une part de l'électorat de gauche, un sujet cardinal. Et si on fait aussi ce meeting demain, c'est aussi pour rappeler le message que nous avons sur une autre construction européenne, sur une Europe des peuples et pas cette technocratie qui nous coûte très cher, parce qu'on y reviendra sur le budget. L'année prochaine, il faut quand même trouver 7 milliards d'euros, une augmentation de 30% de la contribution de la France à l'Union européenne. Ça, Madame de Montchalin et le gouvernement, ils n'en parlent jamais. Et heureusement que le Rassemblement national est là pour dire la vérité des chiffres. Ça, vous dites non. C'est hors de question. Non, mais c'est hors de question d'augmenter de rencontre de 7 milliards d'euros. C'est-à-dire plus que le budget de la justice, notre contribution à l'Union européenne. Sur la dissolution, moi je comprends que les Françaises et les Français aient été refroidis par cet acte politique qui avait l'air irrationnel d'Emmanuel Macron. Bon, moi je pense qu'il l'a fait pour cacher ses turpitudes financières et qu'il savait qu'à l'automne, il allait se prendre une motion de censure du Parlement et qu'il aurait été bien en peine de faire campagne contre la catastrophe budgétaire qu'il avait réussi à l'été encore à cacher aux Français. Bon, bref. Notre pays, par contre, totalement paralysé. Donc moi, j'alerte nos compatriotes, je comprends leur inquiétude, mais qu'il ne se passe rien depuis
depuis un an. Rien d'important. Alors bien sûr, il y a des sujets qui avancent. Chaque sujet doit être respecté. Il y a des lois qui sont modestes et qui concernent des gens. Et moi, je comprends que ces gens soient satisfaits d'avoir des avancées. Et on va évoquer le budget ensemble. Mais sur les grands sujets de la France, il ne se passe rien. Mais sur ces chiffres, 59% d'hostilité à une nouvelle dissolution, il y a encore une fois, quelques semaines, quelques mois, votre parti, c'était un peu un refrain, même... une sorte de slogan pour une nouvelle dissolution. Vous alliez même jusqu'à prédire le fait que le président démissionne. On a l'impression que ça a disparu un peu de votre discours, comme si vous ne la souhaitiez plus vraiment. Non, parce que Marine Le Pen, dans l'interview dont vous avez parlé chez vos confrères de JDD, parle du fait que nous allons mettre la pression sur M. Bayrou et donc censurer. Oui, mais censure ne veut pas dire dissolution. Non, parce qu'apparemment le président de la République n'a pas envie de dissoudre. Oui, mais malheureusement, comme vous l'avez souligné, c'est un président de la République et pas une présidente. Et ce n'est pas Marine Le Pen qui est à l'Élysée, je le regrette bien sincèrement, qui peut choisir la dissolution. Mais nous pouvons faire une pression politique pour montrer que seule la voie des urnes est possible, et donc la dissolution. Pourquoi ? Vous avez raison, moi je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On parlait moins de la dissolution, c'est pour une raison très simple. Elle n'était pas possible techniquement jusqu'au mois prochain. Et donc on n'allait pas parler de quelque chose qui n'existe pas, au risque de décevoir une fois plus ceux qui nous écoutent. Donc je pense que la dissolution redevenant possible, notamment à la rentrée, pour, je pense, avoir une vraie campagne aussi, parce que le problème de l'année dernière aussi, c'est qu'une campagne juste avant les Jeux Olympiques, juste après les élections européennes, je pense que ça stressait tout le monde. À peine 3 semaines, en effet. Voilà, ça stressait tout le monde dans des conditions épouvantables, avec beaucoup de désinformation de la part de nos adversaires. Une vraie campagne sur le fond, pour donc évidemment... Vous continuez à défendre cette idée qu'il faudrait dissoudre pour clarifier la situation politique. Absolument, mais parce que le monde avance. Monsieur Trump a été élu, il prend beaucoup de décisions, on est pour, on est contre. La Chine prend énormément de décisions, on est contre, on est pour. Nos voisins, notamment l'Allemagne, se réveillent et prennent des décisions politiques très importantes. L'Italie, quand même, est passée devant nous en termes de PIB par habitant, donc la richesse... Et allez, félicitations du FMI. Mais sur la dissolution... Donc, chaque mois perdu, tout ce que je veux dire, c'est que chaque mois perdu pour la France se paie durement pour nos compatriotes. Dissolution ou censure, vous ne mettez pas signe égal, et constitutionnellement, c'est pas la même chose. Mais vous dites quoi ? En septembre, là, vous vous appuyez sur... Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, et nous, on respecte la démocratie, on respecte nos concitoyens. Donc, il faut qu'il y ait, que M. Bayrou montre si oui ou non il veut un chemin pour la France. Nous censurerons, pas pour sanctionner, ça n'a pas d'intérêt. Si le chemin qui est pris par l'État, et le budget, c'est la synthèse de tous les choix politiques du gouvernement, évidemment, la traduction financière de tous les choix politiques du gouvernement. Si le chemin que M. Bayrou montre, ça continue à être une impasse, nous censurerons parce que nous ne voulons pas aller davantage vers cette impasse. Petite précision, donc réponse courte, avant changement de mode de scrutin ou pas ? Même sans changement de mode de scrutin, c'est-à-dire proportionnel ? Non, mais nous, on fera avec, de toute façon, il peut y avoir des miracles. Avec la situation actuelle, même avec le mode de scrutin majoritaire d'aujourd'hui ? Oui, pensez pouvoir gagner. Ah, mais c'est même l'inverse, c'est-à-dire parce que M. Bayrou a un peu, je vais dire, vendu le poteau rose en disant que la proportionnelle désavantagerait le Rassemblement national et que ce serait plus difficile pour nous d'avoir une majorité de députés avec le scrutin proportionnel qu'avec le scrutin majoritaire. Ce qui montre que Marine Le Pen est une femme de principe, qu'elle sait que le scrutin proportionnel, s'il n'y avait pas de prime majoritaire, c'est-à-dire un petit gain, un bonus de sièges pour assurer la majorité, ce serait plus difficile pour nous. Mais elle le veut quand même, car elle a des principes, et Marine Le Pen, considère que la voix d'un Français qui vote pour un grand parti doit valoir la voix d'un Français qui vote pour un parti plus modeste, et que toutes les voix doivent être respectées. Et donc c'est vrai que c'est rare, il faut le saluer, une femme de principe qui se bat pour un mode de scrutin qui serait moins favorable que nous, pendant que les autres... Et là, je suis désolé, M. Retailleau... Il est formellement opposé, en effet. Et il y a posé même sa démission dans la balance. C'est quand même incroyable. M. Retailleau met sa démission dans la balance pour un sujet de cuisine politicienne, parce qu'il veut que ses amis qui siègent, pour ceux qui viennent, gardent leur siège. Et il ne met pas sa démission dans la balance pour les sujets de fond, pour les impôts. Je rappelle qu'il avait cautionné les 40 milliards d'impôts de M. Barnier. On a parlé de l'immigration, on a parlé de la sécurité. On va venir à tous ces sujets. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit vraiment, là, c'est la vieille politique, c'est la pire de la politique. Juste, vous dites, on ne se cache pas derrière votre petit doigt, mais je vous entends, je vous écoute en interview, je lis Marine Le Pen, je l'écoute également, Jordan Bardella. On se dit, mais attendez, la censure, vous y êtes là. Pourquoi ça tarde tant, en fait ? Parce que, sur la table, pour le moment, M. Bayrou n'a pas fait ses choix. Donc nous, on n'est pas de mauvaise foi. Donc, vous attendez, notamment le 14 juillet et sa présentation. Nous, on essaie, si vous voulez, aussi de respecter, autant se peut,
parce que le jeu politique est difficile évidemment, on n'est pas des anges, mais de respecter la démocratie. Monsieur Bayrou a annoncé des échéances. Les Françaises et les Français, y compris une partie de ceux qui votent pour nous, attendent ces échéances. Donc nous, on respecte, ce processus et on attend de voir les grands choix que fera Monsieur Bayrou. Vous attendez la copie? Mais bien sûr. La copie finale. Mais ne serait-ce aussi que pour faire campagne sur des réalités, parce que si on repart sur une campagne faite sur des illusions, sur des mensonges, c'est ce qu'avait fait M. Macron. Moi, certains des opposants de M. Macron l'ont traité de fou, l'ont traité d'irresponsable, l'ont traité de personnes qui n'avaient bête. On a même entendu des gens qui remettaient en cause l'intelligence de M. Macron. Moi, je respecte malheureusement. S'il était aussi peu intelligent, il ne serait pas aussi dangereux pour la France. C'est parce qu'il est très intelligent que malheureusement, il expose notre pays à tant de difficultés. Il l'a fait. Et je ne suis pas le seul à penser. Des gens du centre, des gens avec une certaine intégrité comme M. Courson le disent aussi. Il l'a fait pour maquiller la gravité de l'état des comptes publics et parce que la campagne s'est faite contre le Rassemblement national et pas sur le bilan de M. Macron. Et donc, si aussi on respecte les échéances, c'est pour que le débat se fasse sur le fond, sur des réalités et que les Françaises et les Français sachent vraiment pourquoi ils votent, pour l'impasse avec M. Macron ou pour une rupture vers un avenir meilleur avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. La situation des comptes publics, justement, parlons-en. L'interview notamment de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dans le JDD. D'abord, rapide question sur ce rapport du corps dévoilé, c'est annuel, hein, mais dévoilé un peu plus tôt par nos confrères du Figaro. Et clairement, le Conseil d'orientation des retraites penche pour travailler plus longtemps, 66 ans et demi à horizon 2070. Alors ça paraît quand même très lointain. Est-ce que vous dites, quant à la publication de ce rapport, son dévoilement, que c'est très politique quand même? Certains syndicats le disent, le moment arrange peut-être bien le gouvernement. Oui, et je le regrette parce que c'était le cas aussi pour la précédente réforme des retraites. Le précédent président du corps, lui, disait l'inverse. Il avait été accusé de toutes les choses. La nomination était très politique. Moi, je le regrette parce qu'on a besoin de statistiques et d'analyses factuelles précises en démocratie. Moi, je crois au quatrième pouvoir de l'information, je crois à l'indépendance des médias, mais je crois aussi à l'indépendance de la statistique, de l'INSEE et d'autres institutions qui doivent fournir des données claires aux Françaises et Français. Ils sont fournis, il y a des chiffres. Non, mais ils sont fournis, mais de déficit à horizon. Absolument, mais c'est comme l'énergie, peut-être on y reviendra, mais c'est pas pour changer de sujet, mais vous pouvez avoir des chiffres et puis après une analyse qui en dit long. Et d'ailleurs, je vous remercie, je ne vais pas le faire, mais je prends acte de votre honnêteté quand vous dites en 2070. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, en 2070, il se passera 1 milliard de choses. Si vous prenez par exemple, il y a 5 ans, parce qu'il y a 50 ans, l'économie française n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Nous étions même pas, le programme nucléaire au début des années 70 était à peine lancé. Nous avions encore une industrie extrêmement forte, une agriculture qui employait encore beaucoup de gens. Bon, en 50 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et si les Françaises et les Français choisissent le Rassemblement national, il y aura une réindustrialisation, il y aura une agriculture souveraine, il y aura un investissement massif dans la recherche, puisqu'on est quand même le seul parti qui propose de passer la recherche de 2 à 4% du PIB, pour avoir des gains de productivité, pour permettre un effort d'innovation et de productivité qui permettent de financer l'économie. Donc on pourra partir en retraite à 62 ans, c'est ce que vous nous dites? Oui, mais tout à fait. Voire 60 ans. Mais parce que c'est ça le débat. Le débat, c'est quel horizon on propose aux Françaises et aux Français. Et moi, vous savez, depuis que je suis engagé en politique, mais bien avant, on va de crise en crise. C'est-à-dire, depuis 30 ans, la France ne fait que subir des crises, gérer la pénurie, et on a l'impression qu'on doit abandonner tous les acquis sociaux que nos aïeux avaient financés par leur travail. Donc nous, on dit, il y a un autre chemin, et que si on relance le travail, on récompense le travail, on fait de l'innovation, de la productivité, on réindustrialise notre pays, on peut aussi avoir des gains sociaux. Voilà. C'est pas qu'on rate gratis. C'est que face aux efforts des Français, on peut garantir des choses. Et c'est pas en sacrifiant tout, en faisant de la pénurie en permanent. D'ailleurs, on voit bien, plus on fait de la pénurie, plus on retire les droits sociaux aux Français, et c'est un cercle infernal, et les comptes publics sont dans un état misérable. Si on parle des comptes publics, Amélie de Montchalin, aujourd'hui, sûrement vous a fait plaisir, dans une interview, elle dit on ne peut pas combler un manque de courage politique par une hausse des impôts. C'est-à-dire qu'elle annonce que les impôts... Là, vous applaudissez. Les félicitations de Jean-Philippe Tanguy. Oui, voilà. Non, mais ceci dit, moi, Mme de Montchalin est une adversaire politique, mais enfin, quand on fait des réunions avec elle, c'est des réunions qui sont tenues. Des dépenses. Alors, vous applaudissez. Le gouvernement va faire ce qu'il faut. Les hausses d'impôts exceptionnelles, dit-elle, resteront exceptionnelles. Non, mais on verra. Donc on va réduire les dépenses. Vous savez, moi je suis un jeune, je suis récemment élu, je prétends pas faire la leçon au monde entier, mais enfin j'ai retenu quelques leçons par de saines lectures et en écoutant l'expérience de Marine Le Pen, et c'est pas un entretien au JDD de Mme de Montchalin qui va me rassurer sur la suite. Voilà. Il y a pas beaucoup, il y a quand même 2 pages d'interview, j'ai pas vu beaucoup de mesures concrètes. Donc j'ai vu qu'elle demandait des efforts au ministre
tant mieux. Que ces efforts pour le moment n'avaient pas été honorés, c'est dommage. Et on va voir la suite. Moi, j'attends les décisions concrètes. Qu'elles disent que la TVA sociale... Exactement. Voilà. Mais la TVA sociale, on y vient. Oui, je l'ai lu. Enterré. On lui pose la question. Vous nous dites qu'une hausse de quelques points de la TVA n'aurait pas de sens pour combler les déficits. Réponse, vous avez parfaitement compris. Vu votre opposition, là, c'est un satisfecit que vous... Oui, mais une fois de plus, on est monté au créneau sur la TVA sociale. On a encore eu les experts de salon qui sont venus nous expliquer que c'était nécessaire, que c'était indispensable, que c'était la seule voie possible. On l'a combattu, et puis ça va à la poubelle de Bercy. Mais je suis sûr que certains iront encore chercher dans les poubelles de Bercy. Et j'ai vu qu'ils étaient allés chercher dans la poubelle de Bercy, qui est quand même bien remplie depuis bien longtemps, l'année blanche. Eh ben voilà. Oui. Alors, il fait les transitions tout seul. Il y avait 2 bons points pour Amélie de Montchalin, les impôts, l'enterrement de la TVA sociale. Mais alors l'année blanche, au fond, c'est un moyen, effectivement, on gèle tout. Voilà, on gèle le budget, les prestations, les crédits, et tout le monde fait un effort. Finalement, c'est assez simple, c'est juste, c'est équitable. Pourquoi pas ? C'est le niveau zéro de la politique. Dans ce cas-là, vous remplacez les ministres, vous mettez des répondeurs, au-delà de GPT. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de direction politique pour dire on fait une année, on fait rien. Parce que c'est ça l'année blanche. C'est bon, on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi réformer. Oui, d'accord, mais à quel prix ? Massivement. C'est 25 milliards possiblement d'économies. Sur les prestations sociales, sur les collectivités. Et les efforts des Français sont pour tous, par exemple, répartis. Je ne vais pas faire de la technique, mais par exemple, ça ne différencie pas un effort sur l'investissement qui est très contre-productif en économie, puisque si vous baissez vos investissements productifs, ça abîme votre économie, et l'année d'après, c'est encore pire, et les efforts de fonctionnement. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée. Voilà. On n'a pas d'idée, donc on fait une année blanche. Donc ils ne servent à rien. Ça sert à quoi les ministres ? Oui, Thierry Breton, c'est pas ma famille politique, mais lui, il explique, quand il était ministre, son rôle, son travail, c'est quand même un travail, je rappelle, c'est pas juste une fonction, eh bien, il prenait les lignes de crédit et il voyait ce qui était nécessaire, ce qui était pas nécessaire. Je reviens sur les agences, parce que souvent on est dans la caricature sur les agences. C'est pas juste les supprimer, c'est regarder leur mission. Si vous supprimez une agence et qu'ils font la même chose ailleurs, vous faites pas d'économie, vous changez le nom. Le fameux comité Théodule, en Exactement. tout cas ceux que l'on nomme comme ça. Il n'y a pas que des comités, parce que vous avez aussi des gens qui font un vrai travail. L'ADEME, moi je considère qu'ils sont en roue libre, c'est ceux qui s'occupent de la transition énergétique, mais ils font un travail. Mais ce travail peut être fait par le ministère, avec d'autres missions, d'autres crédits, et resserrer un certain nombre de choses. Donc en fait, c'est de la gestion. Or, l'État, comme une entreprise, comme un foyer, il ne faut pas juste qu'ils disent on gèle tout parce qu'on ne sait pas quoi faire, on panique. C'est on regarde la mauvaise dépense, la bonne, et on travaille. Parce que oui, c'est du travail, c'est ingrat. Oui, c'est sûr que le ministre du budget, c'est pas la place la plus glamour du gouvernement. C'est un travail compliqué, technique, mais vous ingrat. l'aviseriez si le RN arrivait au pouvoir. Éric Lombard a promis des consultations à venir à Bercy. Vous vous y rendrez ? Ah oui, mais nous, si vous êtes invité. Mais nous, on vient toujours aux invitations. Parfois même, je m'invite avec mes collègues, puisqu'on nous avait oublié pour la grande présentation du déficit, de l'analyse du déficit de M. Bayrou, on avait oublié le principal parti d'opposition, à savoir votre serviteur. Donc je me suis. Vous y rendez toujours, pas toujours. Il y a des invitations que Jordan Bardella n'a pas toujours honorées, notamment à l'Élysée. Donc quand Jordan Bardella, est attendu à d'autres responsabilités, il envoie des députés ou ses représentants, et c'est parfaitement normal. Il faut aussi que certains ministres, M. Lombard pour ne pas le citer, accepte que son interlocuteur, ce soit votre serviteur Sébastien Chenu ou Mathias Renaud, mon collègue de la Somme sur les finances, Frédéric Falcon pour l'économie par exemple, ou Alexandre Loubet, et que Jordan Bardella est le chef de notre famille politique, il est chef de notre délégation à l'Assemblée nationale, et il va pas se rendre à tous les rendez-vous de tous les ministres. Oui, rapide question sur le nucléaire avant d'en venir à votre grand rassemblement de demain, et aussi une affiche qui fait polémique concernant la marche des fiertés, Arlette. Sur le nucléaire notamment, on n'a pas très bien compris votre démarche en commission. Rapidement, parce que c'est technique, mais les députés ont adopté en commission un texte fixant les objectifs énergétiques pour la France, amputé justement de son volet sur le nucléaire, faute de compromis. Vous êtes devenu anti-nucléaire parce que vous avez voté contre. Non, mais pas du tout. Mais si vous voulez, le nucléaire, c'est pas une formule magique. C'est très technique, vous l'avez dit. Bon, M. Bayrou et les macronistes veulent un nucléaire à 100 euros le mégawattheure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est le prix, le double du coût du nucléaire historique. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Oui, pendant ce temps-là, ces 14 projets d'EPR notamment, ça marche pas. Mais parce que c'est pas bien. Moi, j'ai pas lancé des EPR comme le Sud Flamanville qui a mis 15 ans et qui est parti dans le décor avec entre 16 et 18 milliards de coûts. C'est pas ça le nucléaire qu'on veut. Nous, on veut un nucléaire rentable, rationalisé et qui permette d'avoir une électricité abondante et pas chère. Si c'est pour avoir des réacteurs qui mettent 15 ans à être faits, qui fonctionnent mal, qui coûtent très cher et qui démoralisent les Français, et c'est surtout à la fin, c'est quoi la facture ? Parce qu'aujourd'hui, avec la Chine et Trump, tout ce qu'a dit Marine Le Pen depuis 10 ans, c'est confirmé. L'énergie, c'est le sang de l'économie. Donc si vous avez les États-Unis ou la Chine qui ont une énergie entre 30
et 50 € le mégawattheure et que la France va vers les 100 €, eh ben c'est fini. Vous fermez la boutique. Et même le studio ici, vous le ferez à la bougie parce que vous ne pourrez pas payer. Voilà, il n'y a aucune économie qui peut fonctionner avec une énergie à 100 € le mégawattheure quand nos concurrents sont à la moitié, voire mieux. Donc en fait, c'est dommage que M. Armand, qui dirige ses travaux, moi je le respecte à titre personnel. Ancien ministre de l'économie qui vous a personnellement attaqué sur les réseaux sociaux. Donc moi je lui dis, collègue Armand, ressaisissez-vous. Voilà. Le sujet c'est quel coût, quelle facture pour les Françaises et les Français, quelle facture pour notre industrie, comment on fait pour avoir l'énergie la moins chère possible. On a proposé des amendements, on a proposé une voie, c'est la voie qu'il faut mener, et la réalité c'est qu'il faut diviser, baisser de 30 à 40% la facture pour notre industrie, pour nos artisans et pour les ménages, parce que là ils sont étranglés. Et je suis désolé, là aujourd'hui une boulangerie, elle peut pas tenir avec la facture électrique qu'il y a aujourd'hui, et nos usines, elles vont toutes fermer, y compris en Europe, parce que là, on est à la veille d'une vague de désindustrialisation massive qui est due, c'est pas les perspectives sont en effet uniquement due à l'incurie de l'Union européenne et des gouvernements, et en particulier du gouvernement français, qui pensent qu'on peut toujours avoir de la facture énergie plus chère, plus de normes, plus de trucs, plus de machins. Ça ne suffit pas. Et quand vous savez, moi quand j'ai fait mes études, le problème en France c'était le coût du travail. Et la facture énergétique, c'était un atout. Bon, aujourd'hui, on a le coût du travail, avec des salaires pourtant qui ne sont pas mirobolants pour les gens, et on a la facture énergétique qui est partie dans le décor. Aucun entrepreneur ne peut tenir avec ça. Arlette Chabot. Oui, on revient d'un mot sur ce meeting de la Victoire demain avec Victor Orban, Matteo Salvini. On se demande parfois ce que vous avez en commun ou ce qui vous sépare. En commun, c'est quoi? Une indulgence à l'égard de la Russie, et un regard assez critique sur l'Ukraine. Et qu'avez-vous aussi? Êtes-vous vraiment proche d'un Victor Orban qui interdit, par exemple, la marche des fiertés à Budapest, ou qui fait une campagne terrible contre les associations LGBT? Vous vous sentez vraiment proche de lui, ou vous assumez les différences? Oui. C'est la difficulté, si vous voulez, d'une alliance des souverainistes. C'est que nous pensons que chaque pays doit être libre et souverain. Donc évidemment, chaque pays doit pouvoir mener la politique qu'il veut. Bon, il y a parfois beaucoup de caricatures envers certains de nos alliés, je n'y reviendrai pas, mais évidemment... Concernant Orban et Victor Orban... Oui, il est quand même largement réélu depuis de très nombreuses années. C'est que les Hongrois... En difficulté dans les sondages aujourd'hui. Enfin, au bout de quoi, ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir, c'est normal, ça s'appelle l'alternance. Bon, c'est une démocratie, d'ailleurs ça prouve que c'est pas une dictature, contrairement aux caricatures qu'on peut lire aussi ou là. Et si les Hongrois, les Hongroises veulent une alternance, eh bien ils l'auront, mais pour le moment ils ont fait confiance à M. Orban. Mais c'est vrai que les souverainistes, ceux qui veulent l'indépendance des peuples et des nations au sein de l'Union européenne, sont d'accord pour ne pas être d'accord. Là, nous considérons qu'on ne doit pas tout écraser, tout effacer, et les pays de l'Est n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes traditions que la France. Mais l'Italie n'est pas sur les mêmes positions, et vous n'êtes pas d'accord non plus. Oui, prenons les droits... C'est ça aussi une alliance. Prenons les droits des personnes homosexuelles en Italie. Je suis désolé, moi, la gauche réécrit toujours tout. Mais enfin, jusqu'à une période extrêmement récente, et bien près les années 2010, en Italie, la gauche n'était pas pour le mariage pour tous. Voilà, donc, au-delà de ça, les gens réécrivent tout. Différentes. Oui, mais les gens réécrivent toujours tout, et la gauche s'invente toujours un rôle qu'ils n'ont pas historiquement. Voilà, bon, donc il y a des cultures différentes. Par exemple, je vous rappelle que la présidente du Parlement européen, qui est une socialiste à Malte, qui est maltaise, tous les partis ont voté pour, enfin à part le Rassemblement national, tous les partis politiques ont voté pour elle, et ben elle est contre l'avortement. Bon, mais je n'entends pas, ici ou là, quand M. Macron est interrogé, j'entends personne lui demander, alors vous soutenez la présidente du Parlement européen qui est contre l'avortement? Bon, voilà, personne ne lui fait ses reproches parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission, peut-être un dernier mot sur cette affiche annonçant la marche des fiertés, la Gay Pride, qui vous a révolté, à l'instar d'autres responsables politiques qui posent question. Un visuel contre l'international réactionnel, cet homme aussi avec cette cravate à moitié, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, étranglé. Martyrisé, oui. Martyrisé. Vous dites quoi quand vous voyez ce visuel ? Je dis que j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol qu'une toute petite minorité qui ne représente pas les homosexuels de France se permette ce genre de comportement pour faire de la très mauvaise politique. On a besoin d'unité, on a besoin de fraternité, on a besoin de se rassembler. Nous sommes dans un pays très tolérant et j'en suis fier. Moi, je suis très fier de mon pays. Je suis très fier des combats qui ont été menés pour cette tolérance. Et c'est pas possible de cliver comme ça. Voilà, d'insulter les gens. Valérie Pécresse a eu raison de se retirer avec la région. Je ne vais pas polémiquer avec elle, mais moi j'appelle, si vous voulez aussi, la tolérance en France, c'est faite sur la joie et aussi en montrant que tous ensemble, eh bien, on pouvait être heureux. Et donc ce genre d'affiche où il n'y a que de la violence, que de la haine, que du mépris, ça ne peut conduire qu'au rejet de l'autre. Et c'est pas du tout ce dont on a besoin. On a besoin de fraternité et on a besoin de se rassembler. Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir été notre invité, premier invité pour cette émission à 10h. Merci Arlette Chabot.